Et c'est parti, on va voir ensemble les différents types de contenus en HTML. C'est un concept un petit peu avancé, assez théorique. En fait, chaque élément va être regroupé dans une catégorie. Voilà. Donc on va voir tout ça juste ici. Alors j'ai pas trouvé de meilleure image pour définir tout ça. Voilà toutes les catégories qui peuvent exister. Donc ce qu'il faut lire ici, c'est flow en premier. Flow, ça entoure tout, sauf les métadonnées juste là, je vais en parler juste après. Donc flow, en fait, c'est tous les éléments qu'on peut mettre dans le body. Tous les éléments qu'on peut mettre dans le body. Il y en a qui sont très simples à comprendre, comme heading, ce sont les titres, H1, H2, H3, etc. Interactive, ça va être les liens, les boutons, ce genre de choses. Metadata est en dehors de flow, en réalité, vu qu'on le met dans le head. Sauf dans une manipulation spéciale, dont je ne vais pas parler ici, quand on utilise un attribut spécial, une métadonnée peut être comprise dans flow ici. Mais en général, sinon, c'est en dehors du body, évidemment. Voilà. Ok, très bien, donc metadata, c'est tout ce qui est dans le head, hein. Ce n'est pas seulement les éléments méta. On appelle le title, par exemple, un meta-title. Voilà, ce sont les métadonnées d'une page. Ok, donc voyons voir tout ça un petit peu plus en profondeur. Donc le flow content, c'est la catégorie qui englobe tous les éléments qu'on peut placer dans le body. D'accord? Tous les éléments dans le body. Seuls les éléments méta en sont exclus la plupart du temps, sauf cas unique où on fait une manipulation avec un attribut. Voilà, mais c'est en dehors de ce cours. Ok? Sinon, ils sont en dehors. C'est pour ça qu'ils les ont mis ici, vous voyez? En dehors, sauf dans un cas pratique où ça devient du phrasing content. Ok, heading content, très simple à comprendre, ce sont les éléments qui servent à définir les titres, en fait, hein, tout simplement. Voilà, les balises qui servent à définir les titres. Ensuite, on a le sectioning content. Alors, c'est tout ce qui sert à sectionner, créer une nouvelle section dans une page. Donc évidemment, l'élément section, mais aussi nav, article et aside. Là, on pourrait se dire pourquoi header et footer n'y sont pas. Parce que header et footer servent à catégoriser une zone du contenu dans une section. Il faut comprendre que de base, notre body, c'est une section, c'est la section de base. Donc très souvent, sur une page, on a le header qui est en haut, le footer qui est en bas, et on n'en a pas d'autres qui sont utilisés. Enfin, surtout si c'est une page qui est simple. Si c'est une page qui est complexe, on peut commencer à avoir d'autres headers et footers qui peuvent apparaître. Donc par exemple, dans un article, c'est très fréquent d'avoir un header et un footer. Potentiellement, on peut avoir aussi un header dans une section ou dans une nav aussi. Je l'ai déjà vu, j'ai dû le faire 2-3 fois. Après, j'ai jamais vu de footer dans une nav et dans un aside. Mais techniquement, ce serait possible. Techniquement, ce serait possible. Voilà. D'accord? Donc, ce sont les sectioning content. Alors, tout ça, c'est de la théorie, quoi. C'est vraiment juste pour mettre un nom sur les catégories d'éléments. Ensuite, phrasing content. Alors là, c'est tout ce qui est lié au contenu, au texte. En général, ce sont les éléments inline. C'est le contenu du site en termes de texte. Ça peut être aussi des images. Les images peuvent représenter du contenu, les boutons, les liens, etc. Alors attention, vous voyez que phrasing ici, en fait, plusieurs éléments peuvent être compris dans phrasing. Les embedded elements, les éléments interactifs aussi. Et on voit que on peut carrément avoir un élément qui est embedded, interactif et phrasing comme ça. Voilà. Mais donc ce qu'il faut comprendre avec le phrasing, c'est le contenu finalement hors headings. D'accord, les headings sont aussi du contenu, mais bon, c'est une section spéciale. Et donc c'est tout ce qui peut être mis dans du texte. Par exemple, le span peut être mis dans du texte. Les images, c'est inline, ça peut être mis dans du texte. Bouton pareil, label, vidéo, input, tout ça sont des éléments qui vont être inline et qui vont pouvoir être rajoutés dans du texte. Voilà, donc c'est le phrasing content. C'est le texte du site et les éléments qui peuvent être mis dedans. Voilà, et les éléments inline aussi. C'est texte et inline. Et ça englobe pas mal de familles comme ça. Donc ça englobe embedded content, ça c'est assez simple à comprendre, c'est les éléments qui servent à importer du contenu, à télécharger du contenu. Une image, on peut la mettre dans du texte si on veut, mais il va falloir télécharger l'image dans la source. D'accord, il va falloir la télécharger. Vidéo pareil, audio pareil. D'accord, donc embedded content, contenu intégré. Ensuite, interactive content, donc le contenu interactif, les éléments spécialement créés pour que l'utilisateur puisse interagir avec. D'accord, puisse interagir avec la page. Ils font aussi partie du phrasing content. D'accord, on le voit ici, ils font aussi partie du phrasing content. Donc A, button, audio vidéo si l'attribut controls est présent. Donc audio vidéo, vous voyez, si control est présent, ça fait à la fois partie de interactive, vu que je peux interagir avec, embedded, vu qu'il faut télécharger le contenu audio vidéo, et phrasing, vu que ça fait partie du contenu du site. Voilà. Ok, input, etc. Très bien. Ensuite, catégorie secondaire, alors il y a Paypable, qui contient au moins un nœud visio. Alors le nœud, c'est une notion JS, c'est quand vous avez soit du texte, soit un commentaire, soit un élément dans un élément. Voilà, donc ça devient un contenu qu'ils appellent ici palpable, Paypable. Les éléments associés aux formes, donc ça ce sont des catégories secondaires aussi qu'on peut retrouver. Voilà, c'est juste pour vous montrer juste ici.
Mais sinon, ça va pas vous être forcément très utile là. Ok, donc très bien, une fois qu'on a vu ça, c'est bon, on va voir un site qui nous permet de, comment dire, de voir quel élément on peut mettre dans un autre élément en fait. Vous allez voir que ça va être très pratique. Alors c'est parti, et ça s'appelle Can I Include comme ça. Can I Include, on clique dessus, et souvent quand on code de l'HTML, eh bien on va se demander si on peut mettre tel élément dans un autre élément. Voilà. Il y a pas mal de règles, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les erreurs les plus courantes. En tout cas, je vous montre déjà cet outil qui est très sympa. Par exemple, est-ce que je peux mettre une image dans un bouton? Et là, on me dit « Yes, you can ». D'accord? Donc, c'est très pratique, ce genre de petit outil ici. Et ensuite, vous voyez qu'il vous parle du flow content. C'est tout ce qu'on peut mettre dans le body. Phrasing content, c'est le contenu sous forme d'image ou de médias, d'éléments inline. Embedded content, contenu intégré, etc., etc. Vous voyez? Alors, ça peut être sympa de voir les catégories ici. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la doc officielle. Ça aussi, on va en faire une vidéo. Peut-être que la prochaine vidéo va être sur ça, d'ailleurs. On en parlera. Et donc, ça vous montre un petit peu tout ça. Voilà. Alors après, on parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, ça peut être utile de voir les catégories. Parfois, ils essayent de vous expliquer quand est-ce que le contexte peut être utilisé. Mais c'est pas non plus, en général, ce qui va vous faire comprendre l'erreur, en fait. Par exemple, si on met un lien dans un lien, donc A dans A, on me dit no you can't, d'accord? Et ensuite on regarde, on se dit tiens, ok, pourquoi? Flow content, phrasing content, ok. Mais on ne nous dit pas vraiment pourquoi en fait ça ne fonctionne pas. Ça peut être utile hein, d'avoir les catégories, de relire comme ça, de relire tout ça, ça peut être utile. Mais en fait là ça fonctionne pas parce qu'il va y avoir un href imbriqué dans un href. Le clic va déclencher les deux liens. Et donc où est-ce que j'ai envie d'aller en fait? Dans quel lien j'ai envie d'aller? Voilà. Ok, mais sinon c'est quand même un outil très sympa. Tout simplement pour vous dire yes you can ou no you can't, c'est assez sympa. Parfois il ne sait pas et il mettra doubt, D-O-U-B-T, donc il doute, voilà, il ne saura pas. On peut aussi swap comme ça les tags. Donc je vous conseille de mettre ce petit outil comme ça dans peut-être un marque-page, dans un dossier de marque-page, outils de développement, ça peut être assez utile parfois quand vous posez des questions. Allez, prochaine vidéo, on va justement parler des docs officiels, et on va également par la suite ensuite voir toutes les erreurs courantes en fait, les erreurs courantes qu'on peut faire en HTML. À tout de suite.